La dernière petite chose que je veux vous dire simplement, c'est qu'il y a une règle que vous devez savoir. C'est que votre succès à la télévision dépendra de votre maîtrise, non pas du texte, non pas de ça que vous saurez faire professionnellement, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est de ce que vous saurez faire avec votre regard. Je parle des yeux. Alors il faut que vous sachiez que quand on dit moteur, entre moteur et coupé, personne d'autre que vous ne peut jouer. Le mec du son qui vient vous dire parle plus fort, il faut lui répondre. Moi, on m'a appris à te dire mêle-toi de ton métier, fais-le, ne fais pas chier sur le mien. Je te respecte, tu fais ce que tu veux avec tes appareils. Tu viens pas me dire moi ce qu'il faut que je fasse avec les miens. N'adresse plus jamais la parole de tout le tournage. Donc il faut lui dire dès le premier jour, parce que il faut bien savoir une chose, si le mec à qui tu dis ça, il fait exprès que ça soit pas bon le son, il fait exprès, il en prendra la responsabilité. Tant pis pour lui. Et c'est lui qui sera vidé. J'ai vu des acteurs être à chier dans des tournages parce que le connard du son venait leur dire de parler plus fort. Ne cédez jamais. Vous m'entendez bien? Jamais. La hauteur de son devant une caméra, il n'y en a qu'une, la bonne. Si vous êtes trop fort, c'est foutu. Et ne pensez pas que l'émotion peut venir si vous êtes trop fort. Elle viendra. C'est tout. Deuxièmement, quand le metteur en scène vous dit de changer de texte, ou que la script vient vous dire t'as pas dit le texte, etc., vous dites à la script je respecte ton métier. J'ai lu le scénario. Si j'ai pas dit le bon texte, c'est qu'il me gêne. Ok? Alors tu changes le texte, je retourne demain. Il me gêne. Je peux pas dire ça. Ça va pas dans le rythme. C'est une réplique de merde. Enfin, tu peux le mettre à ta bouche. Voilà. Tu vois, tu peux toujours quelquefois, de bonne foi, dire, je sais pas, 2 secondes, je sais pas, pourquoi j'ai dit ça? Voilà, tu peux, attends, t'es pas parfait. Alors, donc, au point de vue du texte, au point de vue de la hauteur du son, n'hésitez pas. Parce que personne vous fera crédit d'être mauvais parce que vous avez accepté ça, ou d'être mauvais parce que pour le texte vous aurez dit tel. Personne. Ce qu'on verra, c'est que vous êtes mauvais. Et pour ce qui est de l'émotion, il y a donc juste une chose à savoir, c'est que la même façon que lifter une balle au tennis pour qu'elle tourne sur elle-même, ou la taper droit pour qu'elle aille exactement dans la droiture et la précision où vous voulez, ou la faire en lobe, c'est pas pareil la façon de taper la raquette. Et bien c'est pas pareil la façon de taper avec le regard, l'émotion. C'est-à-dire que si tu es avec ton œil, c'est un métier, hein, être acteur. C'est pas je fais comme ça me vient. Quand tu es à hauteur de regard, c'est-à-dire que ton regard est comme je regarde là, droit, pas en bas, pas en haut, droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas sur toi et que tu regardes quelque chose et que ton regard est ton écoute. Ça ne veut rien dire d'autre. Donc ça veut dire qu'on te parle, tu regardes. Il y a un bruit, tu regardes. Tu regardes, tu regardes. Quand tu es en gros plan avec une caméra et que l'autre parle et que tu écoutes, si tu regardes, tu fais que l'écouter par ton regard. Donc l'émotion qui se dégage, c'est l'émotion que te donne ce que te dit l'autre, ce que t'amène l'autre. Et c'est dans ton regard qu'on le voit. Tu n'actives pas quelque chose à donner, tu reçois. Si le regard est en dessous, c'est-à-dire tu regardes en dessous, pendant qu'on te parle, tu regardes en dessous, sur le côté, tu regardes en dessous à droite ou bien en face, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de penser
que tu réagis par rapport à ce qu'on te dit. Ta mère est morte. Putain. Putain, ta mère. Tu peux pas faire, ta mère est morte. Oh putain. Oui, mais excuse-moi, c'est ce que font les acteurs de merde dans ce pays. Et les connasses qui sont là et qui les yeux pour qu'on regarde bien ce qu'elles ressentent, ça pleure et c'est là. Ta mère. Et les crétins de réalisateurs ou de metteurs en scène qui te disent ben, c'est pas le regard, on voit pas ce que tu ressens. Non. Donc vous devez savoir en tant que comédien que quand vous baissez les yeux, vous êtes dans la pensée et dans la recherche. Vous ne voulez pas regarder, c'est le b.a.-ba de l'être humain, pour que rien ne vous perturbe et que vous soyez dans votre pensée. Putain, où est-ce que j'ai caché? Putain, où est-ce que j'ai mis mes clés? Putain de merde, tu fais pas. Putain, où est-ce que j'ai mis mes clés là? Ça, c'est le deuxième regard. Donc le regard de la réception et le regard où vous recevez l'émotion et le regard de la pensée sur vous. Quand vous êtes dans le regard de la pensée, tout le corps suit. Tu fais pas ça, ça, ça en étant dans le regard de la pensée. Tu te mets dans une position immédiate en fonction de ce que tu es et qui est dans la pensée. Tu es dans une voiture, un mec te parle, c'est extraordinaire. Dans la voiture, les gens ne baissent pas les yeux. Le mec, il parle, tu vois l'autre qui est là à côté. Ouais, c'est vrai, ta mère, tu sais, ouais, oh, ouais. Non, mais c'est vrai, mais... Et voilà, regarde. Je vois jamais dans une bagnole quelqu'un faire ça pendant que l'autre parle. Ouais. Et bien, c'est ce qu'il faut faire. Et le troisième regard, qui est le regard en l'air, c'est le regard où tu actives. Tu vois, tu te projettes dans l'avenir. Qu'est-ce que je peux faire avec ce con? Ouais, je sais. Tu sais ce qu'on va faire? Là, tu actives. Là, tu es sur toi. On ne sait absolument pas ce que tu penses. C'est vachement bien de ne pas savoir ce que tu penses. Parce que quand le public regarde quelqu'un qui a les yeux baissés au cinéma comme Brando, le premier à le faire, aucun film dans les années 30, le mec baisse le regard. Aucun. Aucun regard dans l'air. Aucun. Et Brando, il arrive et il fait... La caméra, elle tourne. Et tu te dis en tant que spectateur, à quoi il pense? T'es sur lui. Et l'autre qui est comme ça en train de le regarder, t'en as rien à branler. T'es sur lui. T'es sur lui. Tu arrives au café, faites-le. Faites-le. Allez dans un café. Donnez rendez-vous à quelqu'un. Venez 5 minutes avant. Mettez-vous à la table. Baissez le regard. Attends qu'il arrive. T'es comme ça. Mais la personne, elle va arriver, elle va dire immédiatement qu'est-ce que elle s'intéresse à vous. Si au moment où la personne arrive, vous êtes comme ça, vous le regardez, elle vous raconte sa vie. Le métier d'acteur, il est là. Il est de savoir ça. Ça suffit pas de se jeter. Et puis voilà, vous prenez votre scénario, vous prenez votre truc et vous avez un fluorescent rouge, jaune, orange, vous dites tiens là, vous travaillez vraiment pendant 2-3 heures sur la scène. Là, ça serait bien que je baisse le regard. Là, ça serait bien que je m'échappe. J'ai besoin que juste après, le spectateur se dise putain, à quoi il pense? Là, ce que me dit l'autre, c'est tellement lui la scène et pas moi, que je faut laisser venir mon émotion. Donc je ne quitte pas les yeux. Je ne quitte pas les yeux. Si c'est un mauvais acteur, t'en prends plein la gueule parce qu'il ne te donne rien à recevoir. Et si c'est un bon, c'est extraordinaire. C'est en tant qu'acteur, je parle, un prodige de bonheur de faire ce métier. Parce que tu sais que tu es un virtuose et que tu peux amener au spectateur une émotion dont il se rappellera toute sa vie. Tu fais de l'art. Alors c'est vrai que quand tu te projettes, par exemple, je donne l'exemple vraiment précis, parce que je pense que à votre stade, c'est important de voir des films, des pièces, et tout d'un coup de te dire pendant 3 minutes ou 10 minutes, putain, qu'est-ce que j'ai appris là? C'est ça ce métier. Alors, moi je vous donne des exemples très précis. Dans
Parrain, par exemple, Marlon Brando, et dans Le Misanthrope que j'avais monté, Robert Hirsch dans Oronte. Dans Le Parrain, donc ça vous pouvez le voir, Marlon Brando, il joue le parrain, c'est pas lui qui devait jouer, c'est Frank Sinatra. J'ai très bien connu Brando, j'ai très bien connu Charlie Bluedorn, le patron de la Paramount, qui m'a raconté toute l'histoire. Brando s'était fait passer pour quelqu'un d'autre pendant les essais, il avait mis des boules, personne ne savait que c'était Marlon Brando. Et c'est Charlie Bluedorn, le patron, qui a dit, mais il est extraordinaire ce type. Je veux ce type-là, je veux pas Sinatra, on prend ce type-là. C'était Brando. Et Brando, dans Le Parrain, il est donc au début sublimement beau, ce smoking, ce machin extraordinaire, la mafia. Et tout d'un coup, quand on lui annonce, au milieu du film, la mort de James Caan, il arrive en robe de chambre, oh, très bien, robe de chambre. Il s'est décoiffé. Et ce qu'il fait en tant qu'acteur, c'est exceptionnel. Ce qu'il fait avec le regard, ce qu'il fait avec l'émotion, c'est exceptionnel. C'est du niveau exactement, et moi j'en avais parlé avec lui, du niveau de Rému, dans La femme du boulanger, dans César Fanny Marius, que tout d'un coup, ce mec Rému, qui n'était pas plus boulanger, qui était un mec qui était habillé à quatre épingles, hein, Rému, il bouffait aux Fouquettes, il avait des costumes sublimes, d'une élégance folle. Il est crédible dans le boulanger. Et Brando, qui n'a rien à voir avec un mec de la mafia, eh ben, il est crédible là-dedans. Pourquoi? Parce que leur émotion te fait tout passer. Alors, il y a des acteurs qui arrivent à s'auto-diriger parce qu'ils savent comment ils peuvent en finalité le faire, et il y en a d'autres qui ont besoin de metteurs en scène. Je vous donne un autre exemple, parce que, tu sais, le métier de comédien, c'est d'avoir un déclic, comme a eu Dujardin, mais comme n'a pas eu Guillaume Canet. C'est pour ça que Guillaume est un metteur en scène, qui fait l'acteur, mais qui ne sera jamais au niveau de Dujardin, qui lui a eu ce déclic, et qui lui est un acteur. Quand vous voyez ce déclic chez les autres? Chez Gabin, dans La Bête humaine, il y a une scène, Jean Gabin, qui tourne beaucoup de films, qui impose un personnage, un peu de rouleur de mécanique et tout, à la Gérard Lanvin. Vincent essaye de faire ça, mais il est plutôt dans le côté un peu plus Ventura, un peu plus équilibré, déséquilibré. Dans La Bête humaine, où il joue un tueur, Gabin, L'Entier, le roman de Zola, un psychopathe, il y a une scène où Gabin, il va danser, regarder le film dans un bal. Ce qu'a fait Gabin, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il est dans une émotion, il crédibilise totalement qui peut tuer quelqu'un. Personne ne l'a fait comme ça.